Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live IronFX. Ce live, il va se passer en deux temps. Il a pour objectif comment aborder cette rentrée 2023. On va tout d'abord faire un point sur les news. On va voir un peu quels sont les drivers de cette rentrée, de ce dernier quarter de l'année. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Est-ce que c'est toujours l'inflation, le chiffre dont on parle cette année en 2023, le chiffre le plus important? Est-ce que c'est ça le driver? Est-ce que c'est ce que le marché et les investisseurs attendent? On va regarder aussi un analyste. On va regarder un peu les news qu'il nous a proposées pour vous donner des petites idées pour vous aider à créer vos propres scénarios. Et ensuite, on fera un point sur les marchés parce que c'est vrai que dans la vidéo récap, j'avais pas encore trop d'idées de trade. Alors, on en avait placé 3. J'ai vérifié, il n'y en a aucun qui a été pris pour l'instant. Mais on va voir s'il n'y a pas de nouvelles opportunités de trade. Et ça, on fera ça en deuxième partie. Je vais vous activer tout de suite le chat pendant que je vous partage l'écran. Et comme ça, vous pourrez poser des questions. Vraiment, n'hésitez pas. C'est un live extrêmement interactif. Voilà, je vous ai donné un peu l'idée de la trame du jour. Mais on fait un petit peu comme vous voulez, comme d'habitude. Donc, on va commencer avec le calendrier économique de cette semaine. Et on regardera la semaine prochaine pour se préparer, puisque le mois prochain, on a quand même pas mal de lives ensemble. Et vraiment, le but, c'est de trouver un peu des idées de trade parce que en ce moment, les marchés sont quand même plutôt calmes. C'est encore un peu les vacances. Moi, quand je parle avec tous mes amis qui sont en salle de marché, il n'y a pas de gros drivers en ce moment. Donc, essayons de trouver des idées avant que les autres les trouvent et qu'on puisse avoir de bons trades, puisqu'on a quand même vachement bien réussi. On est à plus 20 000 dollars sur l'année, ce qui est très bien. On est dans les objectifs que je m'étais fixés. Alors maintenant, il faut les garder et me faire encore mieux pour que en février, janvier, on avait commencé en février ensemble, mais qu'au moins, si on le fait en janvier, ce sera très bien. Si fin de l'année, on a notre objectif, voilà, qu'au moins en février, on ait fait quelque chose entre plus 5 et plus 20%. Plus 5, ce serait décevant et plus 20%, ce serait vraiment top, sachant qu'aujourd'hui, le taux du livret A est à 3%. Alors, notre calendrier économique, qu'est-ce qu'il nous raconte? À chaque fois, je vais vous dire si la news elle est un petit peu importante ou pas. Donc tout ça, on s'en fout globalement. Confiance des consommateurs, que ce soit aux US, en Allemagne ou en France, on peut le regarder de loin, mais globalement, c'est pas le chiffre extraordinaire, c'est pas le top driver. Il faut quand même le regarder, il ne faut pas qu'il y ait d'énormes différences. Mais par exemple, si on avait moins 24 et qu'on était passé à moins 35, alors c'est un peu négatif, mais c'est pas ça qui va plomber la séance. Et même à 8 heures, c'est pas ça qui va faire que le marché va perdre 1%, hein. Au bout du monde, ça fera perdre 0,1%, mais c'est pas très intéressant. Tout ça, c'est pas très intéressant. Vous voyez, confiance des consommateurs, là, on a 10 points de moins. C'est pas ça qui a drivé le marché, euh, le marché US de mardi. Du coup, stock hebdomadaire pour le pétrole, ça pareil, il faut vraiment qu'on ait des chiffres qui soient délirants. Là, il n'y a que 10 millions de différence. C'est pas énorme. C'est quand même une petite différence, il faut le noter. On voit que le pétrole, si je regarde rapidement, hein, de toute façon, on regardera les graphiques ensemble, mais de souvenirs, c'est plutôt haussier. Ouais, on est à 86 dollars. C'est quand même très haussier. On arrive sur des niveaux où nous, on commencera à vendre. Ensuite, donc ça reste dans la même chose, hein, adjudication. En gros, c'est est-ce qu'ils ont réussi à vendre leurs différents bonds en Italie, comme là, on avait aux US. C'est pas très intéressant. Disons que c'est pas là qu'on aura la news, on l'aura peut-être dans une news du style Les Échos ou Le Figaro, qu'on ira voir, où l'adjudication se serait très mal passée et que personne ne voulait des bonds italiens, par exemple. C'est vraiment quelque chose qu'on aura après coup avec une analyse, si on veut l'utiliser. Ça, par contre, c'est très important. Ça, c'est très important. Création d'emplois non agricoles, bah, on voit que c'est pas top. PIB, on est en dessous. Balance commerciale, elle est négative. Alors ça va un petit peu en différence avec les chiffres qu'on verra après. Mais pour vous spoiler un petit peu, quels sont les drivers du moment, c'est que l'inflation baisse.
Donc ça, OK, on est super content. Mais est-ce qu'elle baisse de façon légitime parce que nos gouvernements ont bien fait le travail? Ou est-ce qu'elle baisse parce que c'est un manque de consommation? Bah, pas de chance. C'est la mauvaise réponse, qu'on va avoir. Ça baisse tout simplement parce que on a un manque de consommation et donc l'inflation baisse tout simplement parce que personne n'achète. Et ça, c'est un vrai problème, hein. Et donc les drivers un petit peu de cette année, ça va être, consommation versus inflation et est-ce qu'on va avoir de la croissance? Et pour l'instant, ça a l'air d'être pas terrible parce que avoir une croissance à 2,1 quand aux États-Unis, ils ont une inflation à 4,5, bah, au final, ça veut dire que ça a reculé de 2 hein. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Voilà, tout ça. Ah oui, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, on recherche de la consommation et d'habitude, c'est un chiffre, les promesses de vente de logements, qui est pas ultra, ultra important. En revanche, maintenant, on va le suivre avec un peu plus d'attention puisque si le marché immobilier continue de tomber, comme il se passe en Chine et où on a des premiers prémices en Europe où ça a pas l'air d'être terrible, si le marché immobilier tombe aussi aux US, ça peut faire mal. Donc attention quand même sur le marché immobilier, driver important pour cette fin d'année alors que d'habitude, bah, on s'en fiche un peu quoi. Disons que on le regarde vraiment quand on commence à se poser de vraies questions. Ensuite, bah, Japon, on le voit ici, hein, production industrielle encore moins bonne, bah, c'est normal. Comme on attend des chiffres de consommation moins bons, bah, du coup, il y a moins de production et du coup, bah, ça, c'est mauvais pour les marchés. Très mauvais signal, sachant que le Japon est un pays, qui, exporte beaucoup au niveau de la production industrielle. Donc, ça veut dire que ça consomme moins ailleurs. PMI, chinois, on voit que ça se contracte. Alors, certes, le chiffre est mieux que prévu, mais là, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux, donc je vais vous le réexpliquer. Les PMI, ça se calcule base 50. Ça veut dire que si le chiffre est 50, ça n'a pas bougé par rapport au mois précédent. S'il est au-dessus de 50, comme on voit, PMI non manufacturier, alors la production industrielle augmente. S'il est en dessous de 50, la production industrielle baisse. Donc c'est intéressant de voir quand même que sur le manufacturier, ça augmente, mais c'est en dessous de 50. Et sur le non manufacturier, ça baisse, mais c'est au-dessus de 50. OK? Donc, à voir, à surveiller. Mais globalement, c'est pas terrible pour la Chine parce que c'est quand même une économie qui fonctionne beaucoup sur le manufacturier. Alors, certes, c'est mieux que prévu, mais si c'est en dessous de 50, c'est un mauvais driver. Et c'est l'accumulation de ces mauvais drivers qui vont nous donner des idées. On va plutôt chercher des ventes parce que là, on a une accumulation de mauvais chiffres même si c'est pas encore très grave, hein. Je vous dis pas, attention, les marchés vont s'effondrer de 30 ou 20. Non, on a quelques mauvais chiffres et on va pouvoir aller taper, je pense des petits -10, -15 rapidement, ça c'est ce qui devrait arriver. Alors, inflation en France, bah, elle augmente. Donc le chiffre est vert, mais il n'est pas bon pour nous, hein, parce que 4,8 c'est beaucoup trop. Quand on voit que, bah, le PIB en annuel, il est à 0,9, bah, là, ça veut dire qu'on a perdu 4 sur nos recherches. Alors enfin, pas 4 mais 4 points, donc c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Prix à la production, ça, c'est mieux que prévu, donc ça fait plaisir, mais on voit que c'est toujours en baisse. Donc, les Français qui consomment un petit peu mieux, peut-être que les autres pays, mais bon, ça reste dans la norme de, tout baisse un petit peu. Ça, c'est comme les US, le nombre de chômeurs augmente un petit peu. C'est sûrement parce qu'il y a une baisse du nombre de créations d'emplois, parce qu'il y a moins de consommation, du coup, il y a moins de production. Vous voyez, tout se recoupe un petit peu, hein. Alors, c'est pas toujours le cas. Là, on a de la chance, c'est assez lisible, mais parfois, voilà, les marchés ont des chiffres contradictoires. Mais là, tout a l'air de se dessiner vers quelque chose d'assez mauvais. On voit encore l'inflation, hein, en Europe qui reste au-dessus de 5,3. Donc ça, c'est pas bon, surtout qu'en plus, en Europe, on sait que les salaires ont tendance à moins augmenter que aux US. OK? Bon, tout ça, c'est pas très important. Inscription hebdomadaire au chômage, c'est un peu mieux que prévu. Alors, faut faire attention parce que parfois le chiffre est un peu plus bas parce que des
on diminue le nombre de personnes qui ont la possibilité de s'inscrire. Donc, chiffre à prendre avec des précautions quand même. Mais ça reste le seul chiffre positif qu'on a vu jusque-là. Et on voit la dépense des ménages qui va aussi un petit peu en hausse. Mais voilà, c'est pas terrible, hein. C'est pas du tout suffisant pour amener plus de croissance, quoi. On descend. Le PMI, ça peut être intéressant. Voilà, ça va donner un autre driver qu'on aura dans 33 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On aura les PMI à suivre demain, en Europe surtout. Création d'emplois dans le secteur de l'agricole, ça va être super important. Et ça, j'ai envie de dire, s'il y a un chiffre important qui d'habitude ne l'est pas trop, alors quand je dis d'habitude, c'est sur un horizon de 10 ans, hein, cette année est très important, c'est celui-là qu'il faut suivre. Est-ce que les salaires augmentent plus que le chiffre d'inflation qu'on a trouvé là, pardon. 4,2 contre 4,4 si je me souviens bien. Voilà. Ce qui veut dire que là, c'est bon et qu'aux US, ils vont réussir à compenser l'inflation par une hausse des salaires. Donc, c'est pas trop grave. OK? Et on l'avait regardé dans des précédents webinaires. En Europe, eh ben, on n'était pas du tout là-dessus. Mais eux, on voit qu'en plus, ils ont un taux de chômage qui est quand même assez faible. Donc, s'il y a un secteur, enfin un pays qui résiste, c'est quand même beaucoup plus les US que la Chine et l'Europe. Et on peut mettre aussi une petite médaille de bronze à la France qui résiste un petit peu plus que l'Allemagne. Mais ça reste quand même très faible. On va regarder rapidement la semaine prochaine, essayer de voir ce qu'on attend. Alors, semaine prochaine, ça, ce sera important, dépenses des ménages, encore une fois, hein, si on veut que ça tape, on voit que la dernière fois, ça avait fait moins 4,2. Il n'y a pas de prévision, mais voilà, il faut mieux, surtout au Japon. C'est un pays important. Le PMI en Chine, ça va être aussi un gros driver de la semaine. Après, on a quelques pays PMI européens, mais voilà. Le lundi, ça va être le mardi, pardon, ça va être la journée des PMI qu'il faudra surveiller. Dites-moi hein, si vous avez des questions, parce que je speed pas mal. On a pas mal de choses à faire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. Et même hein, si vous en avez, n'oubliez pas, si vous êtes en replay, vous me le mettez en commentaire. Les commentaires sont ouverts sur les vidéos. Et vous me mettez en commentaire et je vous réponds soit dans la prochaine vidéo, soit directement en commentaire, suivant si c'est facile de répondre à l'écrit ou non. Euh, ouais, on aura un petit peu ça, exportation, importation, balance commerciale, voilà, c'est un petit truc. PMI US, ça c'est important. ISM, c'est encore plus important. ISM, donc c'est comme un PMI, c'est un concurrent, mais qui a plus d'impact aux États-Unis. Voilà, là on aura PIB, mais ça en général, on est assez proche des prévisions. On n'a pas beaucoup de surprises. Donc vraiment, c'est la journée, ça va être la semaine des PMI. Et il faudra surveiller un petit peu les hausses de salaire dans tous les pays pour voir si ça compense cette inflation. OK? Maintenant, on va essayer d'aller regarder quelques, quelques charts, quelques données macroéconomiques qui sont faits par Christophe Barrault. Vous voyez, christophebarrault.com. Alors, c'est très dommage. Avant, il faisait son site en français et en anglais. Je pense que ça n'avait pas beaucoup de succès en français. Du coup, il ne fait son site qu'en anglais. En revanche, c'est le meilleur analyste du monde et je pèse mes mots. Il est élu à chaque fois top 3 meilleur analyste du monde sur toutes les catégories, parce qu'il est très fort. Et on a de la chance, il est français. Et tous les jours, il nous propose ses analyses et c'est toujours très intéressant. Donc là, on a un premier chiffre comme quoi, selon, pardon, ça nous amène sur Twitter, mais on n'en a pas besoin. Selon Citi, l'inflation devrait être beaucoup plus basse aux États-Unis que prévu et qu'on devrait tomber à un niveau plus bas qu'on a eu depuis avril 2020. Donc peut-être de nouvelles positives vers les US et ça va un peu avec ce qu'on s'était dit, c'est que les US résistent un peu plus dans cette période un peu plus troublée où la croissance n'est pas forcément au rendez-vous. Là, on a
euh, le PIB US, hein, GDP, qui devrait tomber à 5,8. Ah, pardon, à chaque fois que je sélectionne. Moi, ça me semble beaucoup déjà, 5,8, mais selon eux, c'est globalement à cause d'une baisse de la consommation. Alors, je ne suis pas expert de ce que fait JP Morgan, donc il faut comparer à chaque fois avec le chiffre qu'ils ont donné précédemment, puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes modes de calcul. Et si on compare à ce qu'on va avoir en calcul sur Investing, ce chiffre me semble un petit peu élevé. Donc, il faut toujours comparer JP Morgan avec JP Morgan et comme ça, on compare les analyses entre elles, c'est beaucoup plus pertinent. Ensuite, le chart of the day. OK, je l'analyse et je suis à vous. OK. Donc en fait, ça parle des CDS qui sont, que vous voyez ici, crédit de défaut de swap. On a parlé beaucoup, notamment avec la Grèce, parce que c'est ça qui avait entraîné la Grèce dans une spirale infernale où ils étaient en défaut. Donc les CDS sont des assurances contre le risque de défaut, donc le risque qu'un emprunt ne soit pas remboursé. Et contre ça, on peut prendre une assurance. OK? Cette assurance, elle est cotée en bourse. Et donc, on peut la trader. À la différence que l'on peut prendre une assurance sur quelque chose qu'on ne possède pas, contrairement à ce qu'on peut faire dans j'ai envie de dire la vraie vie. Je ne peux pas prendre une assurance sur la voiture de mon voisin ou sur la maison de mon voisin. OK? Parce que ça pourrait m'inciter à faire en sorte que la maison brûle ou que la voiture brûle. OK? Donc, heu, sur les marchés financiers, on peut s'assurer contre quelque chose qu'on ne possède pas et le petit souci, c'est qu'à chaque fois que qu'il y a de la volatilité sur ces produits, ça finit par créer la panique et donc à déclencher les CDS. C'est-à-dire que si les CDS s'envolent, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont penser que l'entreprise en question ou le pays en question va faire défaut. Du coup, les banques vont moins prêter à cette entreprise et du coup, elle va avoir plus de chances de faire défaut. OK? Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Quand je vous dis, il y en a qui pensent qu'ils vont faire défaut, il y en a aussi qui le provoquent en créant et en spéculant sur le fait qu'ils vont faire défaut si le CDS monte. OK? Donc, c'est un petit peu technique, mais un chart intéressant puisqu'on voit qu'à chaque fois, ça correspond à des moments où le marché était bien tombé. Bah là, on voit la crise de 2008. Là, quand on avait une petite baisse, bon là c'est bien exagéré par rapport à la baisse qu'on a eue en 2014 et 2015. Ça, pareil, on avait eu une petite baisse et ça, c'est la crise du Covid. OK? Donc, on voit qu'on arrive sur des niveaux qui sont proches de la crise de 2008. Alors là, je ne vois pas, encore une fois, le marché perdre 50 de sa valeur, mais depuis tout à l'heure, on n'a que des signaux qui sont pas bons. Donc, il faut faire attention à l'achat. On va essayer de travailler un petit peu plus à la vente, mais encore une fois, comme d'habitude, on va mettre des stop loss, hein, parce qu'on ne va pas se lancer à la vente pour se faire exploser, c'est jamais bon. OK? Là, ça marque que, en fait, c'est une baisse, des maisons à vendre aux US. Donc en général, c'est jamais bon, hein. À chaque fois que ce chiffre baisse, on entre dans un marché, qui va être plus en difficulté, parce que s'il y a moins de ventes, du coup, il y a moins d'activité et moins d'activité en général, c'est que ça va pas très bien. Alors, on va revenir sur les graphiques, ce qui nous intéresse le plus maintenant qu'on a fait 20 minutes sur la macro. On va essayer de trouver des idées sur les marchés qu'on n'avait pas trop travaillé la dernière fois parce que c'était pas terrible. Alors, on va commencer avec Euro-USD. Euro-USD, moi je pense toujours qu'on va avoir un marché qui va retourner vers un dollar plus fort par rapport à l'euro. Donc, je le répète encore une fois par rapport au dernier webinaire, c'est par rapport à l'euro. Je pense que le dollar va continuer de perdre de la valeur
il va être plus compliqué en global par rapport aux autres devises. Mais l'euro est tellement en difficulté que du coup, le dollar par rapport à l'euro, c'est le dollar qui devrait l'emporter. OK? Donc, je ne me vois pas quand même placer des ventes. On en a placé une là. On verra pendant un live si on retourne autour des 1,11, si on prend position. Mais pour l'instant, on va être globalement prudent sur ce marché. Ensuite, la volatilité qui a un petit peu baissé, même qui a bien baissé, puisqu'on avait eu un pic là à 19, c'est un chiffre important. Et là, on est à 15, donc je suis très curieux d'aller voir les marchés américains. Et on voit que chez eux, c'est bien remonté. On a bien fait de ne pas mettre une vente ici parce qu'elle nous aurait coûté assez cher. On serait fait exploser de 500 points. Mais là, avec toutes les news qu'on a eues, ça correspond en fait. Parce que si on regarde rapidement, ça remonte moins fort ici, ça remonte moins fort en Europe, ça remonte très fort aux US. Donc, je suis d'avis que les US vont un petit peu plus surperformer, en tout cas en ce début de dernier quarter, euh, les marchés européens. Donc, pourquoi pas se placer une petite vente ici et on va mettre un stop loss au-dessus. On va pas mettre un stop loss très très haut. Voilà, je vais mettre un stop loss à 35 800. Ça me semble bien. Parce qu'après, on peut aller très haut. Et au niveau du TP, j'irais bien chercher ici un petit 35 100. Voilà. Ça nous fait du 2 pour 1 à peu près. Même quasiment du 3. Donc ça veut dire on gagne 5 000 $ et on est prêt à risquer 1 200 $. Ouais, c'est à peu près entre 3 et 2, du 2,5 quoi. Donc ça peut être un trade qui peut être intéressant. De toute façon, il est placé. On le bougera éventuellement dans un live, mais pour l'instant, je vois pas de raison de le bouger. Profitons de cette surperformance. Dans un marché qui est en difficulté, on a quand même plus de chances que ça se passe bien à la baisse qu'à la hausse. Ensuite, dites-moi si vous avez des questions. Le chat est bien activé. Il ne faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment fait pour vous. Un peu technique. Donc, si vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à poser des petites questions. Et d'ailleurs, on peut même terminer par un petit live. On verra là, à 15h30 ce qui se passe sur les marchés. On a encore un petit peu de temps parce qu'on a quand même bien avancé, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Bien qu'il y a quand même quelques nouveaux que j'ai jamais vus. Mais merci beaucoup à vous d'être fidèle au poste. Sur le gold, on a déjà une position, on a un buy limit ici, qui correspond, pareil, avec le fait que je pense qu'il va y avoir une décorrélation. Donc, le gold a tendance à avoir un petit peu plus monté que les marchés actions, tout simplement parce qu'on est un petit peu plus en difficulté qu'avant. Et que je ne prends pas trop de risques, puisque même si les marchés montent, je pense que les investisseurs vont payer du gold pour couvrir en cas de baisse. Et c'est ce qui se fait depuis des années. Avant, vraiment, l'or était à l'inverse des marchés américains. Et maintenant, il l'accompagne un peu plus. Et par contre, quand ça baisse, il va s'apprécier. Quand les marchés américains baissent fortement, l'or va s'apprécier fortement. Mais si les marchés américains baissent légèrement, l'or va baisser puisqu'on va réduire notre exposition de couverture. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais on achète de l'or pour couvrir nos achats actions. Comme ça, si jamais nos achats actions s'effondrent, on a toujours de l'or qui va exploser. OK. Je crois qu'on a plutôt bien couvert. Sur le pétrole, on va attendre. On va attendre parce qu'on a vu que globalement, les chiffres de stock, ils étaient tous en négatif. Et étant tous en négatif, ça a tendance à faire monter le prix. Donc, on a déjà un ordre placé. Là, je ne me vois pas être agressif. Alors, on peut peut-être le faire en scalping. Il y a peut-être un petit truc à jouer. On vend un petit 3 lots là. Ça peut être bien. Ça, je le prends. On le prend pour la séance et puis on verra. Et maintenant, on va se concentrer sur notre ami le dos. On va repasser en 1 minute. Et qu'est-ce qu'il nous raconte le dos? Il est bien monté. 15 minutes, on verra peut-être quelque chose. Et puis là, on peut se faire un petit live de 15
15-20 minutes, ça va dépendre de comment les marchés sont, mais ça peut être intéressant. Donc vraiment, là, si vous avez des questions, je vous rappelle que tous les trades sont passés à titre éducatif et indicatif. Et voilà, on est là pour s'entraîner, mais dans de bonnes conditions. À chaque fois, je prends tous les trades comme si je les prenais en réel, hein. C'est pour ça qu'on arrive à avoir une performance qui est vraiment sympa. Alors, en termes de, comme là, je ne vais pas trader les marchés US avant l'ouverture, donc il est 15h26 actuellement. On va attendre 4 minutes de plus avant de trader, puisqu'à chaque fois qu'on a tradé avant l'ouverture, on sait très bien, on s'est fait avoir. Donc, regardons sur le Brent. Bah, là, j'ai quasiment envie de TP. Ouais, moi, à 90, je sors, hein. 90, il y a 4 de spread, ça fait donc 94, je prends. Et en termes de stop loss, on va mettre un petit peu au-dessus. On va pas mettre quelque chose d'énorme, hein. On va mettre un petit 86,10. Voilà. Ça reste du scalping, hein. Attention. Ce serait cool qu'il nous tape là. Il reste encore 2 points à aller chercher, 2 points, et on prend un bon petit 450 balles. Franchement, ce serait vraiment très très cool. WTI, je le trade moins parce que je le connais beaucoup moins. J'ai toujours tradé le Brent de préférence. Normalement, jeudi, c'est une journée active, hein, sur les marchés. Mais bon, comme tout le monde ne semble pas être rentré de vacances, ça va pas être la journée de l'année, mais il peut toujours se passer des trucs sympas, donc vraiment à voir. Notre objectif, si on fait entre 500 et 1000 balles, je suis très content, hein. Ça, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. C'est quand même assez difficile en ce moment, même si, comme vous voyez, hein, le compte, il est largement en positif. Et on va refaire le webinaire sur comment gérer son money management, puisqu'à la dernière fois que je l'ai fait, malheureusement, Zoom a planté en plein call, donc même le replay était naze. Mais on le refera, ne vous inquiétez pas. Alors, sur le Brain, c'est dommage, à un point. Ah, c'est vraiment pas de chance. Parce qu'on tape 91 et nous, on voulait 90 avec ces 4 points de spread. Voilà, c'est vraiment pas de chance. Et ça pourrait taper là, hein, vraiment. En fait, moi, je veux laisser un peu de marge par rapport à ce point-là et ce point-là. 87 et 84. Normalement, on devrait être servi. On a retapé 91. Ce serait quand même agréable que ça vienne nous chercher. Et bon, c'est comme ça, hein. Les marchés sont pas toujours faciles. On va se remettre en sélection de période pour prendre juste aujourd'hui. Et voilà, les marchés qui ouvrent maintenant dans 1 minute. Donc, on va aller se concentrer sur le Dow Jones. Et puis, on aura toujours là le prix de notre fameux pétrole qui nous a pas TP à un pip. Voilà, pas très gentil. Mais c'est comme ça, les marchés, hein, ils sont pas là pour être gentils avec nous. D'ailleurs, j'aimerais faire un webinaire sur Bitcoin et Ethereum. Est-ce que ça vous intéresse ou pas dans le chat? Et même sur YouTube, hein, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Parce que c'est quand même des marchés que je maîtrise bien, que je traite très souvent, qu'on voit pas souvent parce que malheureusement sur AeronFX, j'ai eu un compte qui avait Bitcoin. Après, j'en ai eu un compte qui avait plus. C'est un peu dommage. L'ouverture dans 10 secondes, hein. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va acheter dans cette zone, mais je pense qu'on va pas mettre trop de lot parce que le marché est un peu est pas très lisible. On n'est pas sur des niveaux extraordinaires, quoi. On est vraiment en plein milieu de 2 niveaux importants. Ouais, il manque plus grand-chose là. Voilà. Un pip, s'il vous plaît. Un seul. Limite, j'ai envie de baisser parce que si ça baisse d'un coup, ça va aller plus bas.
Donc, autant aller chercher quelques points de plus. En fait, aller chercher par ici, au niveau du graphique. Soit ça remonte, soit ça casse d'un seul coup là, ce petit niveau. Et alors, au niveau des marchés US, on va attendre là, parce qu'on pourrait être tenté d'acheter, mais on va être patient. Voilà. On va avoir un 3 bougies en formation. Je pense qu'on va acheter ce 3 bougies, ça va être mieux. On peut peut-être acheter un petit peu en pré-shot par ici. C'est pas allé encore assez bas. En fait, j'aurais aimé payer un 308 à l'achat, hein. 308, 305, ça aurait été bien. Là, ça me semblait encore un peu cher. Mais on va attendre, on va être patient. Il reste encore 30 secondes sur cette minute. Donc, en général, les bougies baissières, elles finissent baissières bien, quoi. C'est-à-dire que quand on arrive sur la fin, vous voyez, donc là, j'ai bien fait, voilà. Voilà. Comment étendre son profit? Je vois que ça stagne. Ma stratégie reste la même. Au pire, je me fais stop loss. Bah, ça fait partie du jeu, malheureusement. Mais je vois que si jamais on prend un tick de plus, ce qui nous donnait notre objectif initial, on va descendre tout d'un coup pour aller chercher plus bas. Et voilà pourquoi j'ai étendu. Et donc, du coup, on a pris 300 $ de plus. Non, 90 $ de plus, pardon. Voilà, donc là, on a bien fait d'attendre. Et là, allez, on commence à acheter parce qu'on met des 3 lots. OK? Donc là, je split un petit peu ma supply. On va repasser en. Je vais en mettre 7, je vais le faire en 2 fois. En général, on préfère acheter vers la fin de la bougie. Donc là, il reste encore 20 secondes puisqu'il est 40. Mais j'ai préféré rentrer un petit lot. Sait-on jamais. Voilà. Alors, ça m'a donné 24, je suis dégoûté. Voilà, on voulait 30 $. C'est pas grave. Bougie, donc on est sur des zones d'achat. Je vous rappelle, 3 bougies, c'est 3 bougies d'affilée qui sont bien baissières. Et c'est un signal donc du coup qui est fixé. Et il est quand on arrive sur des mèches basses. Alors, normalement, celui-là, il n'est pas déclenché puisque la quatrième et la cinquième bougie, elles ne finissent pas tout en bas. C'est pour ça que j'ai voulu jouer un petit peu moins risqué, ok, en, euh, en la prenant, je viens dire, avant sa clôture. Donc, normalement, il faut le prendre 10 secondes avant, donc ça veut dire à la minute, enfin à 50 secondes. Donc là, je l'ai pris un petit peu avant parce que ça avait déjà bien baissé. Mais il vaut mieux mettre moins de l'eau parce que c'est plus risqué. On est un petit peu moins dans la stratégie. Là, je pense qu'on peut vendre. On est quand même sur des prix importants. Dommage qu'on n'ait pas eu 34. Euh, Moi, je reste de toute façon toujours à la vente. Et là, on a une sorte de petit pullback. Ça peut être intéressant de vendre et d'aller chercher une cartouche à 50. Allez, 55, c'est très bien. Ça, c'est mieux que ce que je voulais. Et la prochaine, elle est autour de 80. Ça remonte très fort pour le notifier. Sur le Brent, on est globalement sur les mêmes prix que tout à l'heure. Et là, on va attendre patiemment, hein. Mais curieux, là. Ce rachat aussi puissant, c'est vraiment rare. Mais pourquoi pas? On est dans l'ouverture, donc les marchés souvent s'excitent un petit peu plus. Moi, je reste convaincu que c'est trop cher et que ça va rebaisser, quoi. Ouais. Au-dessus de 80, je vends. Faut faire attention parce que s'il y a un 3 bougies en formation, 3 bougies peut nous amener une quatrième et une cinquième bougie. Donc, vous voyez, un 3 bougies. Je vous montre comment ça fait sur la vente là. Une, deux, trois. Et on descend et on paye sur le bas. Alors, on ne sait jamais hein, quand est-ce que c'est le bas. C'est pour ça
on joue sur les secondes. Et quand on arrive vers la fin de la bougie, là, par exemple, sur celle-ci, on est à 36 secondes. Il reste donc encore 24 secondes avant qu'elle soit finie. Et on va préférer la travailler vers la fin. Est-ce que c'est clair pour toi? De toute façon, il y a des webinaires pour expliquer la méthode des 3 bougies et elle fonctionne plutôt bien. Moi, je suis assez content de cette méthode des 3 bougies. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas de 3 bougies. Ah si, il y a. Alors, là, c'est un peu technique, mais c'est très bien pour vous l'expliquer. Vous voyez qu'ici, on clôture à 66. Il y a un petit gap qui fait qu'on ouvre à 67. Du coup, celle-là n'est pas haussière visuellement, mais elle l'est bien dans les faits. Donc là, si on revient vers des 80-90, on vend là, parce que on sait que celle-ci, elle peut taper un peu plus haut. Et du coup, on va attendre la fin de sa bougie pour le vendre. Si elle est en hausse, je la vends à 50 secondes, 45, ça dépend du prix. Mais ça, je vais le vendre. Même si on n'est pas autour de 80, tant pis. C'est plutôt une question de timing. Et on va le split. Je pense qu'on va mettre 7 et 7. Parce que si la cinquième, elle nous refait quelque chose d'un peu plus haut, on ira vendre sur la. Bon, là, c'est 50 secondes. Ah, je suis dégoûté. J'allais le vendre, hein, le 68. Si j'ai 68, je le prends. Ah, ça me tue. C'était trop rapide. Pourtant, j'étais en train de cliquer, hein, j'avais la main dessus. Pareil, on peut jouer sur la cinquième. J'ai vraiment l'œil sur ce chiffre-là. Voilà, c'est un petit peu le problème de Signal, c'est que du coup, il joue beaucoup à la main. Ouais, là, le 68, c'est impossible, ça va beaucoup trop vite. Je peux pas le gérer. Et je vais pas le mettre en ordre parce que si jamais ça explose d'un coup, je pense que je pourrais vendre au-dessus. Mais c'est un peu dommage. Parce que je pense que c'est un bon prix. Et en général, le 3 bougies, c'est plutôt un signal qui fonctionne assez bien. Ouais, là, on est sur la fin de la cinquième, ça va être dur. À 69, j'ai déconné encore une fois. Ça va vraiment trop, trop vite. Mais espérons que ça nous serve et que du coup, ça explose d'un seul coup. Ah, dommage là. Et que du coup, on arrive à vendre mieux que ce 68, 69. Sinon, tant pis, hein. C'est vrai qu'on aurait été bien, hein. Là, avec un petit 69, on pouvait sortir par là tranquille en bénéf. En vrai, si on termine le truc à 600 quelque chose, on peut être bien. Se mettre un petit épée là à 30. Je pense qu'on est bien. 30, ça peut le faire. Au pire, ça le fera hors live, hein. À partir du moment où on mettra un stop loss par contre, hein, si on passe hors live, mais pas fou. Mais là, on aurait été giga bien parce que là, la position, je pense qu'elle serait gagnante si on avait le 69 qui serait avec nous. Ouais, c'est sûr qu'elle serait gagnante. Et là, là, c'était fin du live. C'était parfait. On avait 40 minutes, donc pile poil pour l'algorithme YouTube. Et on terminait avec genre 750. C'est rare, hein, qu'on arrive à faire 750 en scalping, c'est très dur. Sur le brain, ça n'a pas du tout bougé. On est vraiment coupé au plus bas. C'est assez agréable. Allez, là, il nous reste encore une dizaine de points à aller chercher. 14 exactement. Mais vous voyez, le 3 bougies fonctionne quand même assez bien. Alors, il ne faut pas le jouer n'importe comment, hein. Mettez pas effet de levier full parce que des fois, ça ne marche pas, hein. Allez, encore 6 points. Et on pourra sonner la fin des classes. Ah, ça, c'est joué à pas grand-chose, hein. On a un spread de 6. On a fait 32. On était à 30. Ça, on peut pas savoir. Après, c'est trop millimétré. Et je pense que, ouais.
à 2 points près, là, on va galérer un moment avec ce trade. Parce que là, je vois pas le marché baisser instantanément. Il faudrait que ça baisse tout de suite, en fait. Parce que là, si on arrive sur une fin de bougie, en général, c'est moins bon, hein. Vraiment, les dernières minutes des bougies, c'est les plus importantes. Tout ce qui se passe entre les 10 premières et, euh, et les 40 dernières secondes, on s'en fout. Enfin, les 40 premières secondes. Et après, par contre, ça a beaucoup plus d'impact. Là, vous voyez, voilà, elle va finir en haut, c'est sûr. Voilà. Et là, on pourrait avoir un marché qui revienne un peu plus haut, je sais pas. C'est pas, les probabilités sont moins de mon côté, là, maintenant. On serait très heureux qu'elle le soit. Il n'y a que 8 points, 7 points à aller chercher. C'est possible comme pas possible. Pire, en vrai, on le prend maintenant. Bon, quoi qu'il reste pas grand-chose, hein. On a fait 32, on devrait pouvoir faire 30. Là, j'ai un peu de chance, un peu de réussite. Je pensais pas que ça le fasse. Vraiment, j'aurais pensé que ouais, ça a baissé d'un seul coup. Dommage, hein. J'aurais mieux fait de le cut à la main. Bon, c'est pas grave. Mais j'aurais pensé vraiment qu'on serait allé rechercher par ici. Et après, éventuellement, qu'on baisse sur ces prix-là. Mais peut-être que ça le fasse aussi vite. Bah, écoutez, c'est très bien. Ça nous fait une journée à 844 $. On aurait même pu finir à 1000 si on avait eu le 69. C'est pas souvent qu'on fait des journées aussi propres. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, bah moi, je vais vous laisser, hein. On va être bon. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. On se retrouve normalement la semaine prochaine. De toute façon, il y a des lives. Le mois de septembre, il y a un live par semaine, c'est sûr. Même peut-être un peu plus. Il y en a beaucoup. Donc, je vous invite à aller sur le site d'IronFX. Tout est noté. Inscrivez-vous et venez nombreux. Vous voyez que on a fait 21 000 $ depuis qu'on a commencé. Donc, ça fait très plaisir. Et à chaque fois, on ne passe qu'une heure par semaine. Alors, il y a des mois où on met plus parce qu'on a des mois où on met moins. Mais la moyenne, c'est 1 heure par semaine. Et en 1 heure par semaine, on a fait 21 000 $. Il n'y a pas que des trades gagnants, hein. Vous le reverrez dans le trade, enfin le webinaire sur le money management. Du coup, je vous souhaite une excellente journée. Moi, ça m'a fait super plaisir de faire ce live avec vous. On a appris plein de trucs. Notez les drivers, peut-être regarder encore la vidéo en replay pour avoir les différents drivers et que vous puissiez bosser à la maison. Et voilà, bonne journée à vous, à bientôt. Mettez vos stop loss, attention, hein, je surveille. À bientôt.